Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Vu l'immensité de la thématique qui fait l'objet de notre intervention, nous nous sommes limités à une synthèse de quelques éléments clés sur l'hypertension artérielle. Il s'agit d'une affection cardiovasculaire aux conséquences sévères, définie par l'OMS comme une pression artérielle systolique supérieure à 140 mm de mercure et ou une diastolique supérieure à 90 mm de mercure. Selon le bulletin épidémiologique hebdomadaire Santé publique numéro 10 du 24 avril 2018 en France, l'hypertension artérielle est la maladie cardiovasculaire la plus fréquente et constitue même la première pathologie chronique en France. On estime que l'adulte sur 3 est touché. Son incidence augmente avec l'âge et concernerait ainsi moins de 10% des 18 à 34 ans, contre plus de 65% après 55 ans. La maladie étant le plus souvent silencieuse, de nombreuses personnes ignorent qu'elles sont touchées. Seule une personne hypertendue sur 2 aurait connaissance de son hypertension. Parmi elles, une sur 2 seulement serait traitée par des médicaments antihypertenseurs. Enfin, une personne traitée sur 2 aurait une pression artérielle normalisée. Des chiffres qui permettent de comprendre l'ampleur de l'enjeu de santé publique que représente la maladie, son diagnostic et son traitement. Dans l'immense majorité des cas, l'hypertension artérielle est dite essentielle parce qu'aucune cause connue ne peut expliquer son apparition. Le trouble apparaît insidieusement et silencieusement, d'autant plus précocement que le sujet est exposé à certains facteurs de risque, dont le vieillissement, qui favorise la perte d'élasticité des artères et constituerait le premier facteur de risque non modifiable. D'autres facteurs de risque sont déterminés par des habitudes ou une hygiène de vie qu'il est possible de modifier, à savoir la surcharge pondérale, la sédentarité, une consommation élevée de sel, de tabac ou encore d'alcool. Souvent diagnostiquée de manière fortuite et tardive en raison de l'absence de symptômes révélateurs, l'hypertension artérielle est considérée comme un tueur silencieux aux conséquences graves au niveau cardiovasculaire, cérébral et de certains organes cibles, tels le rein, la rétine. L'on peut ainsi aboutir à un accident vasculaire cérébral, une cardiopathie ischémique à type d'angine de poitrine ou d'infarctus du myocarde, une insuffisance rénale chronique, une rétinopathie, une maladie neurodégénérative à type d'Alzheimer ou autre. Des conséquences qui peuvent être inaugurales chez des sujets jusque-là considérés comme bien portants. Une affaire de tous, telle que le démontrent des spécialistes en cardiologie lors de la conférence publique sur l'hypertension artérielle tenue à la clinique de Genolier en Suisse en janvier 2019. L'hypertension concerne plus du tiers de la population mondiale et constituerait la première cause de mortalité cardiovasculaire dans le monde, avec plus de 10 millions de décès par année. Et donc, nous sommes tous concernés. Et si concernés, quoi faire? Pour répondre à cette question, nous allons faire intervenir 3 personnes, dont une personne vivant avec une maladie cardiovasculaire qui nous partagera son expérience du vécu de la maladie. Une infirmière qui nous partagera son expérience dans le suivi quotidien des personnes affectées. Enfin, un médecin qui nous donnera la consulta technique, tant préventive que curative. Je vous remercie. Hello, dear brothers and sisters in Christ. I'm Sister Eugenie Vettinga Ebolo, servant of the Holy Heart of Mary. With me here is his Spiritan priest, Reverend Father James Sekudi, who accepted to share with us his cardiovascular disease experience. So, Father, if I may ask, what do you think led you get into this condition and how are you managing it? Thank you very much, Sister. In fact, about a year ago, I was struck down by stroke. And before that, I was diagnosed BP and diabetes patients, which I've been asked strictly to follow certain conditions. But due to the nature of my work, I was a parish priest. I didn't have much time for myself. I didn't follow the medication. And so, with all these things that they didn't follow, led me having to have that stroke.
So when I was rushed to the hospital, the doctors asked me, do I want to leave? Then I said yes. Then he said, if I want to leave, then what they are going to ask me, I have to follow. One, my medication, diet, and exercise. So I have to follow the medication strictly, my medication strictly. Take them, check my BP, and take them on time. Food, I have to cut down low fatty, cut down everything that has to do with fatty foods. Take low fatty foods, vegetables, cut down caffeine, cut down alcoholic drinks, cut down everything that will make the stroke to reoccur again, because the stroke can reoccur, and that is very important that you have to know. The third one, the exercise. I have to organize myself, set time for my exercise 5 times in a week, and follow it rigorously. And then the underlying factor is that you have to have a change of attitude. That is discipline. You have to discipline yourself, and when you follow the discipline strictly, in fact, you will improve. You have to also have a stress-free environment. Nobody should give you stress. You must be very happy. You must be a happy person. You must make sure that everything around you, you leave it. And once you are able to follow these conditions, I hope you will recover. Your spirit, your recovery will be very fast, just as you can see now. So, and the underlying factor, in summary, is that you have what? Change of lifestyle, discipline, and the other ones will follow. So, sister, thank you very much. This is how I've been managing my conditions for now. Thank you, Father, for your contribution in this war against cardiovascular diseases. Hello to everyone. I'm pleased to share with you my experience caring for my mom, a post-stroke patient aged 76. As a nurse, I started by identifying her unsatisfied needs according to the 14 needs of Virginia Anderson. It's very necessary to note that the consequences of her stroke or the secondary effects were mostly located around her sense organs, which impaired her seeing, smelling, and feeling abilities. Firstly, she was unable to breathe on her own due to an alteration in her sinuses, which made it difficult in breathing. So we had to re-educate her on breathing, like closing one nose and breathing, taking in air from the other and expelling from the other, and also seeing with her the positions which favored her breathing easily, like in the sitting position. Secondly, we also realized that there was a decrease in her ability to eat due to a decrease in the sensitivity of her teeth and jaw bones. We had to re-educate her on what to eat, preparing less salty meals, and encouraging her to take vegetables and fruits, mostly in packed form. We also had to watch over her liquid intake, like planning her taking water, a glass of water every 2 hours, to replace the other unsatisfied needs, um, which was urine retention. And this we had to place her on a urine bag, and later placed her on diapers to help conserve her energy. There was also an inability to move and maintain suitable postures, and to ameliorate this, we called for a physiotherapist who did massage and also encouraged her moving around the house in the evenings. Her ability to communicate with others and expressing her emotions and fears were also watched over.
by creating a forum for her to talk with her children and express herself, although um, verbally not so audible, but that also helped maintain and kept her going. Knowing fully that she was someone so attached to her religion and faith, we invited a priest to come do her confession and the sacrament of the sick, which also helped her to better accept her state and entrust herself to God. And her giving her room to her during the preparation of her meals also helped her feel self-accomplished. I was glad to share to you this experience, hoping it's going to help anyone dealing with a patient or a relative with post-stroke situations. Thanks for listening. Bonsoir à tout le monde, bonjour. Je suis le docteur Bala Franck Cédric, médecin généraliste en service à l'hôpital Saint-Rosaire de Mbalmayo. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour vous entretenir quelques minutes sur la prise en charge de l'hypertension artérielle. Donc, à la suite de mes prédécesseurs, je tiens d'abord à vous dire que la prise en charge aura pour objectif principal une diminution des chiffres tensionnels en dessous de 140 mm de mercure pour la systole et 90 mm de mercure pour la diastole. Tous ces chiffres vont être revus à la baisse en fonction des comorbidités que présente le patient. Donc, nous pouvons dire pour la prise en charge de l'hypertension artérielle qu'elle a deux volets. Le premier volet qui sont les mesures hygiéno-diététiques et le deuxième volet qui est le volet médicamenteux. Parlant du premier volet, nous pouvons dire que les mesures hygiéno-diététiques, c'est un mode de vie que doit adopter d'abord le patient hypertendu pour pouvoir diminuer son hypertension artérielle. Donc ces mesures hygiéno-diététiques doivent retarder l'apparition de l'hypertension artérielle, prévenir les risques cardiovasculaires et prévenir un traitement chez les patients qui sont déjà hypertendus mais de grade 1. Donc, parlant des mesures hygiéno-diététiques, on a la diminution, la consommation de sel. Le patient hypertendu doit consommer moins de 5 grammes de sel par jour. Nous avons une diminution de l'alcool, un régime alimentaire équilibré. Il doit être riche en fruits et légumes et en acides gras insaturés. Nous devons arrêter totalement le tabac. Nous devons perdre du poids et avoir un indice de masse corporelle entre 18 et 25 kg par mètre carré. Nous devons pratiquer une activité physique régulière. Un patient hypertendu doit avoir 30 minutes d'activité physique au minimum 3 fois par semaine. Tout ceci, ce sont des mesures hygiéno-diététiques du patient hypertendu. Maintenant, venons sur la prise en charge médicamenteuse. Nous pouvons dire qu'il existe 5 grandes classes d'antihypertenseurs qui sont les bêta-bloquants, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2, les inhibiteurs calciques, les diurétiques thiazidiques. Tous ces antihypertenseurs ont pour rôle de diminuer l'hypertension et ils seront prescrits en fonction des comorbidités que présente le patient, en fonction du stade. Ils pourront être combinés aussi. On peut avoir une monothérapie, une bithérapie ou une trithérapie. Tout ceci dépendra du médecin qui prendra en charge le patient hypertendu. Voilà en quelques minutes la prise en charge, tout ce qu'on pouvait dire sur la prise en charge
du patient hypertendu. Je vous remercie.